Vision d'Afrique Production, un regard net sur l'Afrique. La maison de production Vision d'Afrique, avec son personnel professionnel, satisfait tous vos besoins. Au besoin d'être informé, suivez Vision Info chaque jour sur différentes chaînes partenaires. Au besoin d'apprendre le montage vidéo avec deux programmes jamais utilisés ailleurs, Vision d'Afrique vous garantit une bonne formation. Au besoin de réaliser des clips, films, documentaires, reportages, Vision d'Afrique assure. Au besoin de réaliser des spots publicitaires, génériques émissions, les habillements de vos émissions dans vos chaînes de télévision, Vision d'Afrique assure. Au besoin d'apprendre le journalisme, la prise de vue, la prise de son, Vision d'Afrique assure. Tout contact 243 09 98 73 78 79 ou contactez-nous sur www.visiondafrique.com. Vive Vision d'Afrique, vive Vision d'Afrique, longue vie. Voilà, fidèles téléspectateurs, ça a toujours été pour nous un plaisir de vous savoir nombreux, n'est-ce pas, chaque dimanche soir dans le cadre de notre magazine L'invité de Vision Plus. Bonsoir chez vous et merci surtout de la confiance que vous ne cessez de manifester bien sûr à l'endroit de votre agence en communication Vision d'Afrique à travers tous les différents programmes que nous vous proposons avec notre journal télévisé Vision Info pendant la semaine et notre magazine rétrospectif, n'est-ce pas, les dimanches, l'invité de Vision Plus. Et l'invité de Vision Plus, c'est le professeur Toussaint Chilombo Send, qui est, n'est-ce pas, un haut cadre du PPRD, le parti présidentiel. Avec lui, nous allons parler des questions qui ont fait parler d'elle pendant la semaine. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Je l'ai dit, vous êtes professeur au cadre de la majorité présidentielle, je dirais du PPRD, le parti présidentiel. Vous avez été ministre de la communication avec le gouvernement Gizenga et aujourd'hui peut-être qu'on vous verra au gouvernement de cohésion nationale. D'abord, merci de m'avoir invité et je voulais préciser pour nos téléspectateurs que je suis en train de répondre ici en tant que cadre du PPRD, membre de la majorité présidentielle, mais je ne parle pas au nom du parti parce que dans la discipline de notre parti, la seule personne habilitée à engager les partis sur le plan communicationnel, c'est le professeur Émile Bongili, qui est notre secrétaire national en charge de la communication. Donc, écoutez, vous avez mis un souhait, plaise à Dieu, puisque ce que Dieu a préparé, je ne sais pas, donc je ne peux pas dire oui, je ne peux pas dire non, parce que, bon, écoutez, attendons voir les choses. Donc, le professeur ne parle pas au nom du PPRD, il parle à titre individuel, bien qu'il soit, n'est-ce pas, cadre du parti présidentiel. La semaine a été tellement riche en actualité. Il y a les refoulements de Brazzaville, il y a les dépôts à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas, de la pétition initiée par l'opposition qui demande le départ de Malou Malou. Il y a eu, n'est-ce pas, les retours de cadres du PPRD qui étaient partis pour un mini-congrès en Bandaka. Et nous allons essayer de parler de toutes ces questions, si le temps bien sûr va nous le permettre. Commençons par les refoulements de Brazzaville.
qui continue d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, malgré les déplacements pour Brazzaville du ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda, qui avait d'ailleurs été précédé par le déplacement pour Brazzaville toujours de son vice-ministre, Maître Tunda, qui s'était d'ailleurs fait accompagner du vice-ministre de l'Intérieur, Eli Ngokoso. Malgré, n'est-ce pas, ces va-et-vient de la partie congolaise, mais Brazzaville ne baisse toujours pas les bras. Est-ce qu'on peut dire que Kinshasa ou la République démocratique du Congo montre ses faiblesses, ou c'est un État faible comme ça se dit déjà dans la rue? Non, je crois que la politique ne se fait pas dans la rue et l'opinion, on tient compte de l'opinion, mais ce n'est pas l'opinion qui influence les décisions ou la décision que doit prendre un État. La République du Congo d'en face, c'est un État souverain qui a ses raisons pour lesquelles elle a décidé de reconduire à la frontière certains de nos compatriotes. Et notre pays n'a pas croisé les bras, vous venez de le dire, il y a ces balais diplomatiques qui a fait que d'abord le vice-ministre des Affaires étrangères et celui de l'Intérieur sont partis à Brazzaville, suivi de son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères qui est parti aussi. Donc je crois que ces hommes d'État sont partis représenter la République démocratique du Congo et ont manifesté un mécontentement de la part de l'État congolais de la manière dont sont traités les Congolais de Kinshasa au niveau du Congo-Brazzaville. Et si les Congo-Brazzaville continuent d'expulser nos compatriotes, je crois qu'il a ses raisons que nous on ne comprend pas, mais il serait quand même ici l'occasion de rappeler à nos amis, à nos frères du Congo-Brazzaville, que lorsqu'il y a toujours eu des problèmes au Congo-Brazzaville, les portes de la RDC par solidarité africaine ont toujours été ouvertes. Il n'y a pas très longtemps, lorsqu'il y a eu des explosions au Congo-Brazzaville, paix aux âmes de ces Congolais qui sont morts lorsque la poudrière de Brazzaville avait pris feu. Parmi lesquels il y a eu aussi des Congolais de Kinshasa. Et les premiers à être venus au secours des Congolais de Brazzaville, ce sont les Congolais de Kinshasa, parce que les équipes de nos médecins sont partis, les secouristes sont partis. On a même eu à évacuer certains blessés graves dans des hôpitaux du Congo-Kinshasa. Donc tout cela doit faire que les deux rives du fleuve du Congo, nous puissions vivre en parfaite harmonie, en fraternité et en solidarité. Lorsqu'il y a un problème, il serait mieux que se retrouve autour d'une table et que l'on puisse parler et non avoir un traitement inhumain tel que ce que nous sommes en train de voir. Mais, à cela qu'à tienne, je crois qu'il est aussi du côté des Congolais de Kinshasa de vivre régulièrement sur le territoire étranger. Je crois que la plupart de nos compatriotes qui sont éconduits par le Congo-Brazzaville, la plupart sont des personnes qui sont dans des conditions irrégulières. Ce sont nos compatriotes, on regrette que cela arrive, mais il faut aussi savoir qu'on est mieux que chez soi. Donc avant d'aller dans un pays étranger, il faut réunir toutes les conditions nécessaires, de telle sorte à ce que les lois de ces pays puissent vous protéger. Nous, chez nous, nous avons la Direction générale des migrations qui fait de sorte à ce que les étrangers vivant chez nous ne soient pas trop inquiétés. Même les personnes appréhendées qui ne sont pas dans les conditions régulières sur le territoire congolais de la RDC sont traitées de manière humaine, avec une certaine humanité. C'est ce que moi, en tant que citoyen de la République démocratique du Congo, je peux demander à nos frères et amis d'en face, de telle sorte à ce qu'on ne puisse pas avoir la mémoire courte. Parce que si aujourd'hui on doit conduire les Congolais de Kinshasa, demain une catastrophe peut arriver et je crois que les Congolais de Kinshasa pourront manifester un certain mécontentement et le refus. Mais connaissant bien le peuple de mon pays, nous n'avons jamais été revanchards. On aura toujours nos portes ouvertes. D'ailleurs, c'est ce qui nous cause beaucoup de problèmes avec des États voisins. Vous voyez un peu ce qui se passe de temps en temps à l'Est, parce que nous avons ouvert nos portes par rapport à notre hospitalité. Justement, vous l'avez dit que les Congolais qui sont expulsés, les Congolais de Kinshasa qui sont expulsés de Brazzaville sont en situation irrégulière. Est-ce que vous pensez vraiment qu'à Kinshasa ici, il n'y a pas de Congolais de Brazzaville qui se trouvent dans une même situation que ceux-là qui sont expulsés chez eux aujourd'hui? Il serait aussi nécessaire. Ceux qui ont fait les relations internationales en savent quelque chose. La plus grande diplomatie, c'est la réciprocité. Pourquoi on ne ferait pas aussi de même? Non. Je crois que la grandeur d'âme et la hauteur de la République démocratique du Congo ne va pas nous amener à nous rabaisser, à nous ridiculiser, à chasser du coup
les Congolais de Brazzaville qui sont chez nous en situation irrégulière parce que cela s'est fait de l'autre côté. Vous savez, quelquefois, on donne une leçon à l'autre en observant une attitude constructive et objective. Je crois que l'hospitalité légendaire qui est la nôtre ne va pas nous amener à nous ramener si bas. Nous devons garder la hauteur qui est la nôtre. Nous devons rester maîtres de nous-mêmes et faire montre de ces grands sentiments de pouvoir garder sur notre territoire les ressortissants du Congo-Brazzaville qui sont en situation irrégulière. Peut-être que cela va donner matière à réflexion aux décideurs et aux responsables de la République du Congo en face pour voir que s'ils s'attendaient que nous, on allait nous comporter de manière barbare, ce n'est pas ce que nous avons fait. Donc je continue à en appeler à leurs bonnes intentions de savoir que les deux Congos sont séparés par le fleuve Congo, mais les traditions du Congo-Brazzaville sont les traditions du Congo-Kinshasa et nous ne pouvons pas nous faire du mal entre les deux peuples des deux rives parce que nous avons de la famille de part et d'autre. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la République démocratique du Congo ne doit pas jouer à la réciprocité parce que ça sera nous tirer vers les bas. Nous devons garder notre hospitalité légendaire et ça fera de nous grands en Afrique et aussi pour nos voisins en face. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui pensent que c'est parce que les relations entre Kigali et Brazzaville deviennent de plus en plus fortes que Kigali aurait imposé à Brazzaville de faire la chasse, n'est-ce pas, aux Congolais de Kinshasa parce que de temps en temps, quand elle sera à Brazzaville, qu'on ne jette pas des pierres sur lui. Non, vous savez, ce n'est pas Kigali qui dicte la ligne de conduite au Congo-Brazzaville. Son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, c'est un vieux routier du pouvoir. Il est arrivé au pouvoir avant l'homme de Kigali, le président Paul Kagame. Et je doute fort que ce soit celui qui vient d'arriver en politique après hier, avant-hier, puisse dicter les lois ou la ligne de conduite à un vertébré de la politique africaine et de la politique internationale. Non. Les gens qui s'amusent à dire cela, je crois qu'ils ne tiennent pas compte de la réalité. Kigali, je ne suis pas de Kigali, je ne suis pas rwandais, moi je suis du Congo-Kinshasa. Je ne peux pas répondre au nom de Kigali, mais je doute fort. En tout cas, à ce moment-là, nous devons quand même leur accorder le bénéfice du doute. Je doute fort que Kigali peut donner des injonctions à Brazzaville pour que l'on puisse maltraiter ou expulser les Congolais de Kinshasa parce que le président rwandais va faire une visite, si possible, je ne sais pas, je ne connais pas son programme, je ne sais même pas s'il va aller à Brazzaville ou pas. Non. Donc, il ne faut pas qu'on puisse payer l'amalgame. Je vous dis que le peuple congolais de Kinshasa a une certaine hauteur, nous allons maintenir notre hauteur. Ce n'est pas des choses un peu terre à terre qui vont nous distraire de la ligne de conduite qui est la nôtre. Nous restons Congolais de Kinshasa, nous restons confiants, nous sommes solidaires avec les autres pays africains, que ce soit les Rwandais, que ce soit les Congo-Brazzaville, lorsqu'ils ont des problèmes d'une manière comme d'une autre, ils finissent par venir trouver refuge chez nous. Aujourd'hui, nous avons la même situation avec la Centrafrique. Donc, si demain, les Centrafricains commettaient l'imprudence, l'erreur de dire que nous allons expulser les Congolais, ils ne doivent pas oublier que lorsqu'il y aura un problème, ils n'iront jamais au nord, ils viendront au sud, où ils trouveront les leurs. Donc, je doute fort que la ligne de conduite ou la manière dont les Congolais de Kinshasa sont maltraités par leurs frères, je continue de dire, leurs frères du Congo-Brazzaville, soient dictés par un pays étranger. Là, vraiment, je doute fort. Ok, merci. Nous allons changer de sujet. Il est temps pour moi de dire à nos téléspectateurs que nous nous sommes déplacés, nous ne sommes pas au studio de Vision d'Afrique Production, votre agence en communication. Nous avons en tout cas souhaité que ce magazine de ce soir soit produit à l'extérieur de nos installations. Nous sommes à la place des Évolués, dans la commune de la Gombe. Nous sommes venus, n'est-ce pas, palper du doigt la révolution de la modernité. Dans un autre chapitre, changeons bien sûr de sujet, professeur Toussaint Tshilombo Send, pendant la semaine, le gouvernement Matata Mponyo a totalisé 2 ans depuis son investiture. On attend à ce qu'il parte. Il ne part toujours pas 6 mois depuis l'annonce du gouvernement de cohésion nationale. Ils sont toujours là. Mais s'il faut faire un bilan de ce gouvernement Matata Mponyo 2 ans durant, quels seront vos dires? Il y a encore à retirer. Non, mais vous savez, le 24 avril, non, le 22 avril
2014, effectivement, le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Augustin Matata Ponyo, a totalisé 2 ans. Et étant un ancien membre du gouvernement et surtout porte-parole du gouvernement, je ne peux pas m'hasarder ici à faire des critiques négatives à l'endroit du gouvernement qui est un gouvernement de la majorité et qui est dirigé par un Premier ministre qui est de mon parti et dont la majorité des membres sont du PPRD. Non, là je ne peux pas dire ça. Écoutez, un remaniement arrivera un jour parce que le chef de l'État avait pris cet engagement-là au Palais du Peuple, c'était le 24 octobre 2013. Et comme il faut savoir qu'on ne force jamais la main de l'autorité, lorsque lui trouvera le moment opportun pour pouvoir mettre en place un nouveau gouvernement, avec ou pas le Premier ministre qui est là, c'est lui qui est le garant des institutions, c'est lui qui est le garant de la cohésion nationale, donc il prendra sa décision au moment venu. Il ne faudrait pas qu'on puisse forcer les choses au risque de ne pas obtenir ce qu'on voulait. Faire un bilan, je crois que je suis mal placé parce que je suis de cette majorité, donc je suis jugé au même rang que ceux qui sont en train d'exercer les responsabilités ou les charges de l'État aujourd'hui. Mais je crois que nous avons observé durant les 2 ans que le travail a été fait. Bon, tout n'a pas été fait, ou bien tout n'est pas fait de la manière dont l'opinion s'attend, mais il ne faut pas négliger que ce gouvernement s'est quand même engagé dans des profondes réformes. Le problème, c'est que nous voulons tout de suite et maintenant. Et chacun veut voir la révolution de la modernité devant sa porte, devant sa parcelle, mais nous avons un pays continent. Ce n'est pas une excuse, mais on part petit à petit, nous partons de réalisation en réalisation. Vous l'avez dit à nos téléspectateurs, aujourd'hui, voilà, nous sommes à cet endroit, mais je pense que si nous faisons marche arrière il y a 1 an, cet endroit n'était pas comme ça. Ne fût-ce que ce que les autres ont fait, nous devons avoir le courage de reconnaître les mérites des autres. Là où ils ont bien fait, il faut applaudir. Là où ils ont mal fait, il faut attirer leur attention. Là où ils n'ont pas fait, il faut dénoncer. Mais critiquer pour critiquer, je crois que ce n'est pas la bonne méthode. Parce que souvent, lorsqu'on est à l'extérieur, on a tendance à croire que tout est facile. Mais lorsqu'on est aux affaires, on a les dossiers de l'État sous les yeux, et il faut prendre son stylo et signer pour prendre des grandes décisions. Je crois que ce n'est pas facile. Moi, je suis passé par là, je sais de quoi je parle. J'essaie un peu de me mettre dans la peau de ceux qui sont dans des fauteuils gouvernementaux aujourd'hui. Je vous dirais que ce n'est pas facile du tout. Et il faut toujours savoir qu'entre ce qui a été pris comme engagement sur le plan de la parole et passé à l'acte, il y a toujours une marge parce que les réalités sur le terrain ne sont pas toujours faciles comme on l'aurait souhaité. Donc je crois que le bilan du gouvernement Matata est celui qu'il est et nous devons être fiers parce qu'aujourd'hui, si je prends tout juste la parité franc-congolais et les dollars américains, nous constatons qu'il y a une certaine stabilité. Lorsque nous constatons l'opération de la bancarisation, aujourd'hui, il y a moins en moins de fuites ou de pertes de droits des fonctionnaires et agents de l'État. Moi-même, je suis professeur de l'université de Kinshasa, donc je suis fonctionnaire de l'État. J'ai trouvé qu'au plus tard, les 17 du mois, je suis payé. Bon, ce n'est pas encore ce qu'on s'était dit pour Moudi, mais au moins, je suis payé et je peux programmer mes dépenses, faire une budgétisation par rapport à la date de cette paye. Mais bon, nous voyons qu'il y a un peu de ratés ici, là, parce que les gens attendent un peu longtemps pour recevoir ce qui leur est dû. Mais je crois que le travail est en train de se faire. Regardez un peu sous l'impulsion du chef de l'État, ce gouvernement est en train d'accélérer la révolution de la modernité par rapport aux travaux. Aujourd'hui, si vous allez à la Tchangou, vous trouverez que les écoles sont en train d'être métamorphosées. Lorsque vous allez à l'intérieur du pays, vous verrez qu'il y a du travail qui est en train d'être fait. Même sur place ici à Kinshasa, allez sur l'avenue Bokassa, vous verrez que cette avenue est en train d'être réhabilitée avec le pont qui est en train d'être construit. On vient maintenant du solide. Donc il faut reconnaître quand même aux autres qu'ils ont fait un travail. Cette il ne faut pas seulement avoir des noirs. C'est limite à Gombe, c'est limite sur le boulevard du 30 juin. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Ngiri, ce n'est pas encore le cas. Non, écoutez. Makala, Bumbu, c'est le Mbao. Je ne refuse pas, c'est ce que j'ai dit. On veut tout et tout de suite et maintenant. Ça, c'est l'erreur. Non. Je vais vous dire que lorsque je prends la route qui mène
à l'université de Kinshasa, il y a des moments je me pose la question, suis-je de la majorité présidentielle qui a le pouvoir ou pas? Parce que je me retrouve coincé sur une distance où je pouvais faire 3 minutes, je fais à peu près 40 minutes. Mais je dois être patient, je me dis petit à petit ça va arriver. Qui s'attendait qu'aujourd'hui le pont Matete serait transformé tel qu'il est aujourd'hui? Personne. On ne va pas dire que ça se limite uniquement au niveau de la Gombe. Non. Aujourd'hui, lorsque vous allez au niveau de l'axe UPN-Mitendi, sur la route, la nationale numéro 1 qui va au Bakongo, vous allez constater que les travaux ont commencé puisqu'on va agrandir ce tronçon-là. Ce n'est pas dans la commune de la Gombe, je doute fort. Lorsque vous allez aujourd'hui à Kinshasa, vous trouverez que la SNEL a fait des constructions pour ses agents. Ce n'est pas seulement à la Gombe. Lorsque vous arrivez, il n'y a pas de problème. L'essentiel que nous voyons, il faut se contenter de ce qui est concret et non de ce qu'on vous promet et que vous ne verrez jamais. Aujourd'hui, il y a l'INSS, je crois, la SONAS et l'OCC qui sont dans un programme de construction des cités pour leurs agents et cadres vers la Tchangou, au niveau de Kinkole. Ce n'est pas la Gombe. Au moment où nous parlons ici, il y a la cité qu'on appelle Oasis sur l'ancienne pépinière de Bandalungwa. Ce n'est pas la Gombe. Donc ceux qui se disent que la révolution de la modernité c'est seulement la Gombe, je crois que ce n'est pas vrai. Et lorsque nous circulons aussi dans la commune de la Gombe, nous trouvons des artères qui ne sont pas encore réhabilitées. Donc il faudra qu'on puisse aller mollo et que nous ne puissions pas être trop exigeants. Contentons-nous de ce que nous pouvons réaliser. Il y a une sagesse de chez nous qui dit Soso amelakao et kokina mongongo naye. Donc ne demandons pas plus, soyons exigeants, mais soyons disciplinés et soyons patients. Je crois que nous finirons par récolter les fruits de ce que nous attendons. En 2006, vous avez proposé laisser un chantier au peuple congolais. En 2011, vous avez proposé la révolution de la modernité. La Constitution détermine à 2 fois le mandat présidentiel. Donc, c'est fini, vous devez partir. Que les autres viennent aussi proposer autre alternative. Pourquoi vous voulez, n'est-ce pas, vous maintenir au pouvoir? Non, attention, monsieur le coordonnateur, je voudrais que nos téléspectateurs puissent bien nous comprendre. Il n'est pas écrit quelque part dans la Constitution qu'après 2 mandats, la majorité doit partir pour laisser la place à l'opposition. Non. Il n'est pas dit comme ça. C'est le mandat du président de la République qui est limité à 2 ans. Mais on n'interdit pas à un membre de la majorité présidentielle de se présenter à l'élection présidentielle, de briguer ce poste et de les gagner. Non, on n'a pas dit... Vous êtes d'accord que Kabila va partir, mais vous allez présenter notre candidat. Ne me faites pas dire ce que moi je n'ai pas dit. Raison pour laquelle, lorsque je suis avec la presse, je prends toujours la précaution de m'enregistrer. Je vous en prie. De m'enregistrer. Voilà, je préfère que nos téléspectateurs voient pour qu'on ne puisse pas dire il a dit ceci. Non, je vous en prie. Qu'on ne puisse pas déformer ce que j'ai dit. Non. Il est dit que le mandat du président de la République. Mais écoutez, une constitution a été écrite par des Congolais par rapport à une circonstance bien déterminée, par rapport à un moment bien déterminé. Et si la situation politique permet à ce qu'il y ait alternance, permet à ce qu'il y ait continuité, je ne vois pas là où il y a des problèmes. Mais nulle part il est mentionné qu'après 2 ans d'exercice du pouvoir, la majorité part pour laisser la place à l'opposition. Non. Et c'est une compétition dans laquelle nous nous inscrivons nous tous, majorité comme opposition. Nous avons notre chef de la majorité qui est le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, et c'est à lui seul. Et je crois qu'il faudra que les gens arrêtent de parler en son nom. Lorsque lui va se prononcer que je ne vais pas me présenter, lorsque lui va dire que je vais me présenter, là c'est lui qui s'est prononcé. Mais pour le moment ce sont des supputations, ce sont des personnes qui parlent en son nom. Laissons-lui l'occasion de se prononcer un jour. Tant qu'il ne s'est pas prononcé, il ne faut pas prendre les risques de parler en son nom. Il ne faut pas lui mettre dans la bouche ce qu'il n'a pas dit. Attention, le président de la République a toujours été respectueux des textes, a toujours été respectueux des engagements qu'il prend. Donc au moment venu, lui-même va se prononcer. Je voudrais que ici, le peuple congolais puisse comprendre cela, les téléspectateurs qui nous suivent. Donc je ne vais pas parler au nom du chef de l'État puisque je ne suis pas le chef de l'État, je ne suis pas son porte-parole, et il ne m'a pas mandaté, la majorité présidentielle ne m'a pas mandaté.
mon parti ne m'a pas mandaté, je parle en tant que citoyen. C'est pour dire qu'au moment venu, le président de la République lui-même va annoncer sa décision. Il ne faut pas qu'on parle à sa place, il ne faut pas qu'on lui mette des mots dans sa bouche pendant que lui-même ne s'est pas encore prononcé. Ça, c'est la première des choses. De deux, nous allons respecter la Constitution telle qu'elle se présente, mais il n'est pas dit qu'une Constitution doit rester figée. Lorsque vous prenez la Constitution des États-Unis, vous entendez dire les amendements, c'est-à-dire qu'on essaye de cadrer cette Constitution par rapport aux circonstances et aux opportunités. Si la République démocratique du Congo trouvait, le peuple congolais trouvait qu'il faut prendre des décisions importantes, on va les prendre au moment venu. Mais nous ne sommes qu'à mi-mandat, nous ne sommes qu'à mi-parcours. Pourquoi les gens sont pressés? Il ne faut pas confondre la précipitation et la vitesse. C'est-à-dire la révision constitutionnelle n'est pas exclue. Écoutez, pour le moment, je ne peux pas m'engager sur quelque chose que je ne connais pas. Ça revient à l'initiative soit du Parlement, soit du président de la République, soit du peuple congolais lui-même, s'il faut revoir ou pas. Donc moi, je ne voudrais pas qu'on se précipite. Et je me demande, les gens s'agitent pourquoi? On s'agite pourquoi? Et il faut voir aussi la situation de la sous-région, de l'Afrique centrale. Il faut voir la situation de la région qui est l'Afrique. Le président Bouteflika vient de se faire réélire. Il y a eu Toyi Boyi, on a dit tout ce qu'on pouvait dire. Mais pour la stabilité de l'Algérie, le peuple algérien au finish s'est prononcé et a réélu le président Bouteflika. Écoutez, je crois d'ailleurs, ce que j'ai dit ne m'engage que moi. Le mandat présidentiel ne doit pas être limité. Il faut laisser celui qui est là se représenter devant le peuple et c'est au peuple de le sanctionner. Si le peuple est d'accord avec lui, il lui accorde sa confiance. Si le peuple n'est pas d'accord avec lui, il va le sanctionner. C'est ça justement qui agite. C'est ça qui les gens, écoutez, ceux qui s'agitent, ce sont des personnes qui ont faim. Je vais seulement vous dire la vérité, quelquefois il faut dire ce qui fait mal. Les gens qui ont faim, les gens qui n'ont plus de fauteuils, les gens qui cherchent des strapontins, cherchent à tout moment à agiter les gens dans tous les sens. Et vous verrez que lorsque eux ils soulèvent la masse, ce n'est pas eux qui sont victimes. C'est souvent cette population qu'on soulève qui est victime. Parce que ces gens-là, lorsqu'ils mouchardent un peu, lorsqu'ils ont la grippe, lorsqu'ils ont un petit problème, on les met vite dans l'avion, on les amène en Afrique du Sud, on les amène en Europe, mais le citoyen XY qui n'est pas connu va se retrouver dans sa situation malheureuse et ceux-là qui les agitent, ceux-là qui vont chercher à les soulever, à les lancer dans la rue, ne les rendent même pas visite. Donc il faut faire très attention. Laissons les temps au temps. Nous sommes encore à mi-parcours, nous sommes à mi-mandat. Au moment où nous allons aller vers la fin du mandat de l'actuel président de la République, qui est mon président, qui est mon chef, qui est le président de tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur, de la majorité comme de l'opposition, de ceux qui l'ont élu, de ceux qui ne l'ont pas élu, parce que quand il a prêté serment pour le peuple congolais dans son ensemble. D'ailleurs, ça fait du bien que dans un pays qui est le pour et le contre, c'est ce qui permet d'avancer. Je suis de ceux qui refusent d'avoir la pensée unique. Non. Et lorsque je donne cours à mes étudiants, je leur dis toujours, les meilleurs conseillers de l'homme de pouvoir, c'est son opposant. Puisque son opposant lui apporte gratuitement ce que ses conseillers ou ses collaborateurs n'osent pas lui dire. Parce qu'il y a de ses collaborateurs qui aiment bien sentir le parfum du patron et qui n'osent jamais dire la vérité au chef. Il y a de ses collaborateurs qui aiment bien s'afficher derrière le chef puisqu'on les prend des photos qui sont en images, de sorte à ce qu'ils puissent trafiquer de l'influence avec ces images-là. Mais l'opposant, ce n'est pas celui-là. Le vrai opposant, c'est celui qui critique positivement lorsqu'il faut critiquer. C'est celui qui apporte la matière. Mais aujourd'hui, lorsque nous regardons nos compatriotes qui font partie de l'opposition, ils n'ont qu'un seul programme d'action, c'est Kabila part et après. Kabila part et après. Qu'est-ce que vous proposez aux Congolais? Donc, c'est qui explique. C'est lorsqu'il remarque aussi que vous avez l'envie de réviser la Constitution. Vous êtes parti à Bandaka. Monsieur le coordonnateur, il a toujours été dit que la conquête du pouvoir par un parti politique, c'est pour conquérir ce pouvoir, l'exercer et le conserver le plus longtemps possible. Ça, c'est le b.a.-ba de la politique et personne ne pourra me dire le contraire. Donc, lorsque vous êtes un parti au pouvoir,
vous devez tout faire pour conserver ce pouvoir en l'exerçant au profit de la population. C'était Et l'objet. c'est ce que la majorité présidentielle est en train de faire sous la conduite du président de la République, Joseph Kabila Kabange. C'était ça l'objet du mini-congrès de Le Bandaka. je suis membre du PPRD, je suis un haut cadre du PPRD. Je peux vous dire que notre mini-congrès de Bandaka, c'était pour la réqualification de la marche du parti. Nous ne sommes pas partis en Bandaka pour comploter contre la République ou pour avoir des histoires secrètes. Pensez-vous que vous pouvez faire un secret avec 800 personnes? Et vous allez faire un secret sur Le chef un avait dit territoire, même avec 15 personnes. sur un territoire où nous savons que c'est un territoire qui est légèrement, je dis bien, légèrement hostile au pouvoir. Mais qui a comme Et je peux gouverneur même vous dire, non seulement ça, le peuple de l'Équateur a démontré sa grandeur et sa maturité politique. En 2006, le PPRD, mon parti, avait 6 députés. En 2011, mon parti a 20 députés. Ce qui explique que la population de l'Équateur a changé. Ce qui explique que lorsque nous sommes partis en Bandaka, nous étions chez nous. Moi, je peux vous dire que j'ai circulé en Bandaka, je n'ai pas rencontré un seul instant un sentiment d'hostilité, non? D'ailleurs, nous avons mangé, nous avons bu, nous avons chanté, nous avons dansé avec nos compatriotes de l'Équateur. Et lorsque moi je parle mon lingala, ceux de l'Équateur me posent la question, est-ce que c'est vrai que vous êtes Katangé? C'est vrai que vous êtes Kassaïen? Non, moi je suis Congolais, je m'adapte à toute situation. Nous avons été en Bandaka pour la réqualification de la marche de notre parti parce que nous venons de totaliser 12 ans d'existence depuis la création de notre parti par notre initiateur, qu'on peut appeler fondateur, qui est le président de la République, des camarades Joseph Kabila Kabange. C'était tout à fait normal que nous puisse se retrouver et qu'on puisse se dire, PPRD, où sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Comment allons-nous? Pourquoi allons-nous? Avec qui? Nous ne sommes pas allés comploter ni contre nos amis de la majorité présidentielle, ni contre l'opposition, ni contre le peuple congolais. Pas du tout. Vous êtes sûr qu'en Bandaka, vous étiez chez vous? On était chez nous. Oui. Et pourquoi Je vous êtes peux en train vous de dire, punir la population de Bandaka? Comment punir la population de Bandaka? C'est quoi ça? Ça, c'est quelle invention ça? Pourquoi avoir suspendu les activités de l'Assemblée provinciale? Écoutez, attendez, il ne faut pas mélanger les torchons et... Non, pas du tout. Il y a un fonctionnement d'une institution provinciale qui est l'Assemblée provinciale. Si l'autorité nationale constate qu'il y a un dysfonctionnement, il y a un problème, il faudrait qu'on puisse mettre une pause, un temps d'arrêt, qu'on puisse faire un diagnostic de telle sorte à ce qu'on puisse dégager les responsabilités, sanctionner s'il faut sanctionner. Et je ne vois pas comment est-ce que vous pouvez réduire le peuple de l'Équateur uniquement à l'Assemblée provinciale. Non, ça c'est regrettable. Cette suspension-là a été faite, n'est-ce pas, dans les règles. L'Assemblée provinciale de l'Équateur, bien sûr, ce sont les élus de nos compatriotes de l'Équateur, mais cela ne doit pas ramener l'ensemble de l'Équateur à l'Assemblée provinciale. Non. Là, je suis Congolais, je dirais non, et je dirais encore non. Et qu'est-ce que vous répondez à ceux qui ont, n'est-ce pas, laissé entendre que ces députés provinciaux de l'Équateur étaient en train, n'est-ce pas, de préparer une motion de censure contre l'actuel gouverneur? C'est pour ça la majorité, le pouvoir, le gouvernement a dit attention. Moi, j'aime bien, monsieur le coordonnateur, l'appellation de notre pays. Notre pays, c'est la République démocratique du Congo. Donc, nous laissons à tout le monde s'exprimer. D'ailleurs, hier d'ailleurs, je disais à mes étudiants, déjà un SPA à l'université de Kinshasa, l'effet de se proclamer opposant ne doit pas se limiter à dire Kabila Alongwa. Non, Kabila Alongwa, c'est un slogan, c'est un maxime qui ne vaut rien du tout. Il ne faut pas se dire, oui, moi, je suis recherché. Oui. L'expression de la démocratie, c'est d'abord que les gens s'expriment librement, qu'ils disent ce qu'ils ont sur le cœur, mais il n'est pas dit, puisque eux, ils ont dit, ça va nous perturber. Ça ne perturbe en rien du tout. Déjà, je doute fort, que les honorables députés provinciaux de la province de l'Équateur se préparaient à initier une motion de censure envers un gouverneur dont ils savent qu'il est dans un lit d'hôpital. Vous allez censurer quelqu'un qui est dans un lit d'hôpital dont vous connaissez l'état de santé? Non. Je crois que l'aspect humain, le côté bantou
des députés provinciaux de la province de l'Équateur ne pouvaient pas les amener à là. Et aujourd'hui, la province de l'Équateur a un vice-gouverneur qui est le gouverneur AI de l'Équateur, qui nous avait très bien reçus. Il est de la majorité présidentielle et je ne vois pas pourquoi on va chercher à dramatiser. Vous savez, il faut faire attention avec les colportages. Voilà, fidèles téléspectateurs, fin de l'invité de Vision Plus de ce soir. Merci à Dieu Maloba et Mike Pakoto qui étaient derrière les deux caméras. Et merci à Paul Likunda pour la réalisation et le montage, assisté bien sûr par Trésor Moubiala et à toute l'équipe de Vision d'Afrique Production. Merci à notre invité pour avoir répondu à notre invitation. Et à vous, fidèles téléspectateurs, nous vous disons merci. À la prochaine. De la main gauche